semaine de 9 à 11 sur les ondes du 106.3 FM, Skin FM, la radio musique du monde. Donc, ce segment de l'émission... Non, je ne vais pas le répéter. Les aléas du direct, Neil. On est avec Greg Excellent de la Capitale Plus, comme je vous l'avais dit. Donc, quand vous avez des petits problèmes à régler, mais pas nécessairement problèmes seulement, vous voulez avoir un peu plus de perspective sur la gestion de vos finances, vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, vous avez des trucs que vous réalisez, vous achetez une maison, une voiture à moyen long terme. Là, en fonction de qui vous êtes, de votre profil, vous pouvez vous asseoir avec Greg et il vous fera une espèce de bilan et un chemin à suivre à travers une consultation qui va vous amener à atteindre vos objectifs financiers. Vous pouvez le rejoindre au 514-374-6800. Hey, je suis devenu bon d'en faire de la pub. C'est incroyable, Neil. Bon, tu vas faire ma prochaine pub, certain. Greg, tu nous parles de quoi ce matin? Je vous parle de balance commerciale. C'est quoi la balance commerciale? C'est la différence en termes de valeur monétaire entre les exportations et les importations de biens et services, dépendant du pays, dans une économie ou une période donnée. On parle alors de solde commercial. Le Neil me regarde et me dit, mais pourquoi c'est important ça? Non, j'attendais, j'écoute. Une balance positive indique que les exportations dépassent en valeur les importations. On appelle ça un excédent commercial. En contrepartie, une balance négative indique au contraire que les importations dépassent en valeur les exportations. On appelle ça le déficit commercial. Une autre raison de son importance, c'est que dans la méthode d'évaluation du PIB par dépense, Neil, il y a 5 grandes catégories qu'on est, je dirais 4, parce que il évalue le solde commercial en tant que 1, qui évalue la production nationale en tant que telle. Comment il mesure la production nationale en termes des dépenses? Il y a la consommation, il y a l'investissement des entreprises, il y a les dépenses des gouvernements et le dernier élément, c'est justement la balance commerciale ou le solde entre les exportations et les importations. Okay. Et cette balance commerciale-là a aussi un impact sur la valeur du dollar. OK? Lorsqu'un pays importe un produit, la facture est effectuée en devise du pays exportateur du produit. Pour simplifier, l'importateur doit alors acheter la devise du pays exportateur et vendre sa propre monnaie. En français, ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas, si vous êtes citoyen canadien, aller acheter quelque chose aux États-Unis avec des dollars canadiens. Il faut que vous vendiez des dollars canadiens, puis vous achetez des dollars américains pour pouvoir acheter le produit dans la devise de l'exportateur en tant que tel. Mais ça a un impact, justement, sur les fluctuations du taux de change. Puis, je présume qu'il y a des gatekeepers qui nous attendent au détour pour nous prendre un peu de notre argent chaque fois qu'on fait ce taux de change. Hein? Oui, ça, c'est autre chose. Mais en effet, donc, toute modification des opérations économiques d'importation ou d'exportation de marchandises entraîne une variation du taux de change. C'est une des raisons pourquoi le taux de change varie aussi régulièrement. Okay? Dans la théorie économique complète, un déficit commercial entraîne une dévaluation de la monnaie et l'effet contraire pour un solde commercial excédentaire. C'est-à-dire, plus tu exportes, plus ta monnaie prend de la valeur, moins tu exportes, moins ta monnaie prend de la valeur. OK? Comment ça se répercute à l'échelle des pays? OK? Au Canada, si on prend la période de 1960 à 2013, on a assisté à une chute de la balance commerciale de 44% en 53 ans. Comment qu'il l'évalue? C'est qu'il regarde le solde commercial puis il le compare au PIB. Puis ça a chuté pendant 53 ans. De 44% en 44% en 53 ans. Mais c'est dû à quoi, ça? C'est dû, ça veut dire que comme on importe de plus en plus, on exporte un peu moins, donc graduellement, le pourcentage par rapport au PIB tend à diminuer. Est-ce que ça a un impact sur la vie des gens de tous les jours, ça? As-tu vu le dollar récemment, Neil? Le dollar canadien? Il a chuté. Mais c'était un lien. On parle de... Moi, j'ai regardé, on était à 88%. 88 pour le dollar. Oui. Mais c'est pas volontaire. C'est pas uniquement ça, il y a d'autres facteurs. Mais habituellement, lorsque vous regardez la balance commerciale, vous pouvez un peu déterminer où la monnaie va. Il y a d'autres exemples qu'on va parler tantôt. Oui, justement. Au niveau des États-Unis,
Les États-Unis ont un déficit commercial depuis 1971. Pour les biens seuls, le premier déficit remonte à 1972 et pour le dernier excédent remonte à 1975, Neil. On parle, dans les 52 dernières années, d'une chute de 52%. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est que le PIB américain, c'est le premier mondial. Donc, ça veut dire que les autres composantes américaines sont tellement grandes qu'elles arrivent à absorber le déficit commercial américain. C'est fantastique comme exemple. Si on regarde le financier juvénile. On est dans les stats, on est dans les chiffres. Écoute, la Chine, croissance de 52% en 31 ans. De 1982 à 2013, la moyenne annuelle était de 2,3%. Ça, on parle toujours le sol commercial comparé au PIB. OK? Le plus haut niveau à cette période-là, c'était 8,8%. Imagine la valeur du sol commercial excédentaire. C'est énorme. Ça veut dire que les Chinois exportent beaucoup plus. Ils importent excessivement, mais ils exportent encore plus. Et c'est significatif leur exportation. Là, j'attends la question, Neil. Il y a une question qui s'en vient, je suis sûr. Non, c'est juste que je faisais juste un constat que les Chinois nous ont pris au piège. Tout simplement, les importations que les Chinois font ne sont qu'une petite composante de ce qu'ils ont besoin pour produire ce qu'ils nous revendent à valeur ajoutée. Définitivement. Et en plus, il y a une autre, pas contrainte, mais une autre. Les pays étrangers disent souvent de la Chine qu'elle manipule sa devise. Parce que techniquement, si tu as un excédent commercial aussi élevé, ta devise devrait être très élevée. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les Chinois, avec les dollars américains qu'ils reçoivent? En fait, là, ils les stockent. Non, ils achètent des obligations du gouvernement américain. Oui, c'est ce que je voulais dire. Pour baisser leur valeur, qui fait que maintenant, c'est les premiers créanciers du gouvernement américain. Oui, c'est ce que je voulais dire par qu'ils les stockent. Donc, ils gardent ces devises-là. Ces devises-là restent permanentes dans leurs mains et ils continuent à ne pas remettre leur monnaie directement sur le marché. Non, ce que je t'explique, Neil, c'est qu'ils ne stockent pas cet argent-là. Ils retournent direct aux États-Unis. Parce que pour acheter les obligations américaines, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vendre des yuan et acheter des dollars américains. Mais eux, est-ce que c'est ce qu'ils font? Ou... Oui, c'est ce qu'ils font massivement. Okay. C'est pour ça qu'ils sont devenus premiers créanciers américains. Parce que leur marché intérieur, si on regarde les composantes du PIB, leur marché intérieur n'est pas assez fort, eux, pour se priver de l'investissement étranger. Je ne sais pas si tu es au courant, Greg, par rapport au yuan, on ne peut pas directement acheter des yuan. Personne ne peut le faire parce que c'est pas disponible sur les marchés. Est-ce qu'on peut? Oui, ça c'est une belle question. On ne peut pas. Je penserais que non, parce que si tu es dans l'OMC, techniquement oui, mais je vais faire la recherche, je vais vérifier. Oui, mais tu en reviendrais à ça, mais je suis presque sûr que oui. Puis il y a aussi autre chose que tu regarderas parce qu'ils sont en train de mettre des spots, des hubs de monnaie de transition. Parce qu'on ne peut pas acheter justement le yuan, fait que tu nous reviendras là-dessus. Et l'exemple probant que je voulais vous parler, donc les gens de la communauté haïtienne qui écoutent, c'est un exemple très définitif, pas définitif, mais très significatif pour nous. La balance commerciale d'Haïti a chuté de 313% en 21 ans. Ça, c'est normal, on ne produit rien. Puis là, je parle aux gens qui remplissent les containers pour envoyer en Haïti, puis que ces containers-là reviennent vides. OK, je vous parle à vous, là. Selon les chiffres de 2011 à 2012, Haïti a importé pour près de 172 milliards de gourdes, soit environ 4 milliards de dollars américains, et exporté pour combien, Neil? 785 millions de dollars américains. Ouais, ça, c'est du 400%. Là. Écoute, le déficit est de 3,33 milliards en dollars américains. Fait qu'imagine en gourdes. Les produits alimentaires comportent 70% des importations. Tu sais ce qu'il y a de paradoxal quand on prend les produits alimentaires? Haïti est un endroit où est-ce que quand tu égrènes par exemple un épi de maïs, si tu ne fais pas attention, il y a une graine qui peut retomber de façon entière et sécher
et la pluie va la faire repousser. Donc, alors que c'est paradoxal qu'on ait à importer de la nourriture et tous ces éléments-là. Donc, j'ai hâte de voir. Bon, j'arrive pour le riz. 950 millions de ce déficit-là provient de la République dominicaine, notre déficit commercial avec la République dominicaine, parce qu'on importe massivement, quoi, Neil? Des œufs et des poulets. C'est très compliqué à produire, ça, soit dit en passant. Incroyable. Okay? Et Stéphanie, pour ce qui s'agit du riz qui est mangé en Haïti, les Haïtiens mangent 450 000 tonnes de riz chaque année. Et ils produisent uniquement 100 000 tonnes. Ouais. On importe, Neil, 350. Non, c'est des États-Unis, on importe 300 000 Tu vois? tonnes. Ça, c'est très bon. De C'est très riz. bon. Je pense qu'on va poursuivre sur cet aspect-là, Greg. Juste la question de l'importation du riz en Haïti. Je vais avoir une bonne discussion avec vous là-dessus. Et on complète ta chronique au retour de la pause publicitaire. Parfait. Skin FM 106.3 Montréal. Il faut les liquider. Ouais, Tous? tous. Jusqu'au dernier? C'est la liquidation totale chez les concessionnaires Dodge et Ram du Québec. Offrez-vous le Ram 1500 Quad Cab 4x4 2014 à partir de 26 995 $, incluant le boni de 1500 $ offert aux propriétaires de camions et aux travailleurs spécialisés agréés. Ou optez pour la Dodge Dart SE 2014 à 16 895 $. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Détails dans les journaux. Entrepreneurs et gens d'affaires, Montréal Pluriel est l'endroit tout désigné pour annoncer vos produits ou services. Pour des résultats garantis, il faut annoncer sur Montréal Pluriel. 514-545-4534. 514-545-4534. Vous écoutez Montréal Pluriel. h 42 minutes, on est en compagnie de Stéphanie Raymond-Bougie et de l'excellent Greg Excellent, qui nous parle de déficit commercial, c'est bien ça? Oui, de balance commerciale. De balance commerciale. Mais on ne fait que parler que de déficit. Donc, les balances sont rendues tous, ou presque toutes, déficitaires. Donc, le Greg parlait de l'exemple du riz en Haïti. Imaginez-vous, en fait, je te laisse nous présenter le contexte du riz en Haïti et comment ça se passe. Ben, c'est simple, c'est que le riz, le marché, plutôt, dans les marchés américains d'exportation de riz, Haïti est la 3e destination. Donc, pour un pays, c'est un non-sens parce que on est un pays producteur de riz. Ouais. Et le riz américain nous coûte, serait supposé nous coûter très cher, excepté que les barrières tarifaires sont très basses sur le riz américain, ce qui fait que les producteurs locaux de l'Artibonite ne sont pas capables de concurrencer au niveau des prix, au niveau de la production. Pour clarifier pour nos auditeurs, Greg, le riz en Haïti qui coûte 2 $ la livre, en Haïti, le riz américain coûte 1,50 $. Donc, les producteurs qui vendent leur riz à 2 $, qui le produisent sur place et le transforment sur place, comme dans un pays où est-ce que les gens ont peu de moyens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter le riz américain, ils vont même commencer à le trouver même meilleur que le riz haïtien parce qu'il coûte moins cher. Et parce qu'il est américain. C'est par chez nous, quand ça vient de l'étranger, souvent c'est ça. Ouais, mais ça, c'est une autre chose. Non seulement ça. Les gens font semblant que c'est mieux parce que c'est américain, etc. Mais c'est surtout parce que c'est moins cher. Qui est un non-sens en soi. Mais en même temps, quand on parle de balance commerciale, quand vous envoyez des containers en Haïti, ce que beaucoup de gens font, ils remplissent des containers, puis pour eux, c'est une belle entreprise. Ça peut être une belle entreprise pour vous individuellement. Mais si vous ne faites pas l'effort de ramener le container plein de denrées haïtiennes à vendre ici, vous nuisez à l'économie du pays.
Ouais, mais les gens, ça va être difficile de faire comprendre. Mais il faut qu'ils savent. Il faut qu'ils sachent. Est-ce qu'ils savent? Ouais. C'est ça la chose. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils sont au courant de l'impact de ce qu'ils font? Quand on est rendu à importer du papier de toilette, des céréales Kellogg et tout ce qu'on peut imaginer, on l'envoie à vendre en Haïti dans un container. Ouais. Et que lorsque le container, je suis pas en train de dire de rien envoyer à vendre en Haïti. Je suis en train de dire comme ça que développer le marché local et que ces containers-là reviennent pleins comme ça. Ça fait un impact moins négatif sur la balance commerciale haïtienne. Ouais. Donc, est-ce que tu vois des alternatives à ça? Ben, je suis surpris que tu me poses la question, là. Est-ce que c'est normal de se poser... Est-ce que c'est normal que ce que tu manges, là, bien que pour le... On parlait de détox tantôt, là, le riz, là, c'est... Bon, le riz blanc qu'on mange n'est pas excessivement bon pour la santé, mais on en mange quand même 400 000 tonnes. Oui. Est-ce que c'est normal que ça provienne de l'étranger et que le producteur local ne fait pas d'argent là-dessus? Ça dit en passant, le riz haïtien n'est pas blanc. Il n'est pas blanchi. Bon, écoute, je suis pas un expert. Non, mais je le dis, le riz en Haïti... Celui qu'on mange, il l'est, en tout cas. Non, mais le riz Latibonite, c'est un riz... c'est pour ça qu'on l'appelle du riz jaune, d'ailleurs. Oui. Donc, pourtant, pour un fils de Latibonite, je devrais connaître ces choses-là. Oui. Mais ça s'est... ça s'est perdu dans le voyage. Mais dans l'assiette, c'est toujours la même chose, c'est toujours bon. Il y a aussi l'impact de l'environnement, moi, qui me tue un petit peu dans ce que tu décris, Greg, parce que ça veut dire que ceux qui produisent sur place, donc un produit local, on est fous, nous, ici, des produits locaux, hein? On veut magasiner à la boucherie à côté, les fermiers sur place. Et ce que tu expliques, c'est qu'en Haïti, alors que tout est fait sur place, on préfère aller avec des producteurs américains ou asiatiques qui, eux, ont tout le transport nécessaire pour amener le bien en Haïti et qui réussissent quand même à le vendre moins cher. Donc, il y a une participation des gouvernements au niveau des subventions pour ces entreprises-là qui est vraiment pas saine. Absolument, mais ça, parce que je vous dis, c'est un grand problème. Et même quand on regarde, là, on est rendu au mois de octobre, on va traverser novembre éventuellement. Mais quand vous allez dans n'importe quel grand supermarché aujourd'hui, vous allez voir que le carbon footprint, je sais pas comment dire ça en français. Carboneutre. C'est l'empreinte environnementale? Oui, des produits qui sont les produits frais, donc les produits qu'on vous encourage à consommer. Si vous prenez le temps de regarder d'où viennent ces différents produits, vous allez être extrêmement surpris de voir que ces produits-là ont voyagé. On mange beaucoup de pommes Fuji. Fuji, by the way, c'est loin, là. Donc, il faut les amener, les pommes. Des produits d'Amérique du Sud. C'est très bien. Des produits d'Afrique du Sud. Les oranges d'Afrique du Sud sont magnifiques, sont bonnes. La joie des mangues d'Espagne. Des mangues du Brésil. C'est correct tout ça. Sauf que on est dans une période, par exemple au Québec, où est-ce que la production des fruits, on a quand même beaucoup de fruits qui sont ou qui ont été à leur période, qui viennent d'être cueillis. Mais donc, je pense que beaucoup de gens parlent, they talk a talk, but they don't walk the walk. Oui, mais ce qui est bien aussi au Québec, c'est que, oui, on importe des produits, de la nourriture, puis ces choses-là qui sont pas capables d'être produits en hiver. Sauf qu'on vend des avions, Neil. On a des choses à vendre à l'étranger aussi qui fait que la balance commerciale n'est pas si négative que ça. Dans un pays où la consommation locale n'est pas excessivement développée, les compagnies sont pas capables d'investir et le gouvernement sont encore moins capables d'investir parce que leur budget dépend de l'étranger. Ben, la seule chose sur laquelle tu as vraiment de l'impact, c'est ta balance commerciale. Ouais. Mais au niveau de cette balance-là, actuellement, c'est pas que j'ai un problème avec l'argumentaire au niveau de la balance commerciale. Je pense que le gouvernement canadien a décidé depuis 2 ans d'adopter une stratégie pour faire chuter le dollar de façon volontaire.
Ou est-ce que on croit dans une politique d'aider les producteurs à exporter? Donc, le dollar étant devenu trop cher, beaucoup de produits canadiens arrivaient sur les marchés internationaux avec une surprime qui était la prime canadienne par rapport au cours du pétrole. Là, je pense qu'ils ont tellement joué au niveau des éléments pour faire stabiliser le dollar vers le bas, que je pense qu'ils ont peut-être été un peu trop forts. Ah, mais si tu fais ça, il faut que tes producteurs locaux soient excessivement compétents et productifs pour être en mesure de réduire les importations, parce que les importations coûtent cher à ce niveau-là. Non seulement ça, réduire les importations, c'est mais ça ne veut pas dire que parce que ton produit est devenu moins cher que tu vas être capable de le vendre. Il faut avoir les différents channels de prêt. Il faut avoir un branding nécessaire. C'est pas parce que tu me vends un produit qui me coûte 10 sous de moins que je vais être nécessairement intéressé à aller chercher ce produit-là tout de suite. Donc, ça va me prendre des arguments convaincants. Donc, je trouve que c'est un double-edged sword. C'est un couteau à double tranchant. Un double tranchant. J'arrête pas de parler anglais. Je sais pas ce qui se passe avec toi, là. Oui. Bon. Non, vous en faites pas. On est supposé parler créole à cette émission. Montréal pluriel. On est rendu à la pause publicitaire. On va la faire. On vous revient au retour de la pause pour terminer tranquillement cette émission. Skin FM 106.3